Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le gouvernement pro-occidental de la Moldavie s'est effondré avec la démission de sa première ministre la semaine dernière. Cela s'ajoute à une série de crises qui ont frappé la petite nation depuis l'invasion de son voisin, l'Ukraine, par la Russie. Vendredi, des missiles russes auraient pénétré dans l'espace aérien de la Moldavie et de la Roumanie, membres de l'OTAN. La chef du gouvernement pro-occidental de Moldavie a démissionné vendredi après 18 mois de turbulences marquées par des troubles économiques et les retombées de la guerre menée par la Russie dans l'Ukraine voisine. La présidente Maia Sandu a accepté la décision de la première ministre Natalia Gravilita et n'a donné aucun signe d'abandon de sa politique pro-occidentale qui vise notamment l'adhésion à l'Union européenne. Peu avant d'annoncer sa démission, Gravilita a déclaré qu'un missile russe avait violé l'espace aérien moldave et a convoqué l'ambassadeur de Russie. Le général en chef de l'Ukraine a déclaré que les missiles russes avaient traversé non seulement l'espace aérien de la Moldavie, mais aussi celui de la Roumanie, membre de l'OTAN, avant de pénétrer en Ukraine. La Roumanie, quant à elle, a déclaré que les missiles étaient passés près de la frontière, mais qu'ils avaient bel et bien pénétré sur son territoire. Juste après la déclaration de la Roumanie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété l'affirmation du général. Ces missiles sont un défi à la sécurité collective de l'OTAN. C'est une terreur qui peut et doit être arrêtée. Jeudi, Zelensky a déclaré aux dirigeants de l'UE que son pays avait intercepté des plans des services secrets russes visant à détruire la Moldavie. Zelensky a déclaré que ce plan était très similaire à celui conçu par la Russie pour prendre le contrôle de l'Ukraine. La Russie, qui dispose de troupes dans la région séparatiste moldave de Transnistrie, s'inquiète de la possibilité que la Moldavie rejoigne l'UE. L'année dernière, les dirigeants européens ont accepté la Moldavie comme candidate à l'adhésion. L'ancienne République soviétique a connu des difficultés ces derniers temps, avec l'inflation galopante ou l'afflux de réfugiés ukrainiens. Elle a également subi des coupures de courant à la suite d'attaques aériennes russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré vendredi que l'Union était parvenue à un consensus à propos de la sécurité des frontières. Les dirigeants de l'Union européenne ont convenu de renforcer leurs frontières afin d'éloigner les immigrants clandestins. L'immigration clandestine est un sujet très sensible dans l'Union européenne depuis 2015. À cette époque, une vague massive de plus d'1 million de personnes a inondé le continent, certaines fuyant la guerre en Syrie. D'autres ont quitté l'Afrique à la recherche d'une vie meilleure. Les États membres se sont âprement disputés sur la manière de gérer ce problème. L'Union européenne a imposé des quotas obligatoires de réfugiés, mais la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont rejeté ces quotas. Dans l'incapacité de trouver un accord, l'Union de 450 millions d'habitants s'est tournée vers le renforcement de ses frontières. Je pense qu'il est très important que le Conseil européen ait clairement reconnu que la migration est un défi européen qui nécessite une réponse européenne. Les frontières doivent être gérées. Nous agirons pour renforcer nos frontières extérieures et pour prévenir les migrations illégales. Von der Leyen a présenté des plans concrets pour les frontières, notamment des tours de guet et une surveillance électronique. Elle a également mentionné que les expulsions effectuées dans un État membre seront valables dans tous les États membres. Dans le même ordre d'idées, les tampons de passeport pourraient disparaître pour les visiteurs de l'Union européenne. Un nouveau système automatisé d'entrée et de sortie devrait être lancé en novembre. Il permettra d'enregistrer les voyageurs de manière numérique. Et toujours en matière de migration illégale, les experts en immigration ont fait des découvertes troublantes. Ils affirment qu'un nombre sans précédent de personnes issues de nations hostiles aux États-Unis, comme la Chine et la Russie, entrent illégalement aux États-Unis par le Mexique. Les données des patrouilles montrent que les agents frontaliers ont intercepté près de 2000 citoyens chinois à la frontière mexicaine d'octobre à décembre. Ce chiffre est à comparer aux quelques 4400 personnes interceptées au cours des 3 années précédentes. Les données font également état de plus de 17 000 Russes interceptés au cours des 3 derniers mois. La Russie et la Chine se sont de plus en plus rapprochées ces dernières années. Elles coopèrent sur des questions économiques et dans le cadre d'exercices militaires pour s'opposer aux États-Unis. Les autorités frontalières affirment qu'elles n'ont pas le soutien nécessaire pour vérifier les antécédents des immigrés illégaux, y compris ceux en provenance de Chine et de Russie, avant de les laisser entrer aux États-Unis. Et le président Biden s'est exprimé au sujet du ballon espion chinois, déclarant que ce n'était pas une violation majeure. Dans le même temps, la Chambre des représentants a voté à l'unanimité pour condamner l'intrusion de ce ballon sur le territoire américain.
Le président Biden a déclaré jeudi qu'il ne regrettait pas que le ballon espion chinois n'ait pas été abattu plus tôt. J'ai dit que je voulais qu'il soit abattu le plus tôt possible et il s'inquiétait des dommages qui pourraient être causés, même dans un grand État comme le Montana. Cette chose était gigantesque. Que se passerait-il s'il tombait sur une école dans une zone rurale? Alors je leur ai dit de l'abattre dès qu'il le pourrait. Biden a également déclaré que le ballon n'a pas recueilli beaucoup d'informations par rapport à d'autres méthodes d'espionnage utilisées par les pays du monde entier. La quantité totale de renseignements collectés par tous les pays du monde est écrasante. Et l'idée qu'un ballon puisse traverser, violer l'espace aérien américain, n'est de toute façon pas une violation majeure. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que la Chine avait également ciblé 40 autres nations avec de tels ballons espions. Parallèlement, la Chambre des représentants a voté jeudi à l'unanimité pour condamner l'intrusion du ballon espion chinois dans l'espace aérien américain. Les législateurs l'ont qualifié de violation effrontée de la souveraineté des États-Unis. C'était une violation flagrante de la souveraineté américaine dans le cadre d'un programme complet de surveillance des États-Unis ainsi que d'autres pays à travers le monde. C'était un test du Parti communiste chinois et cela m'attriste de dire que je pense que cette administration a échoué à ce test. La Chambre a voté la résolution par 419 voix contre 0. Elle montre ainsi que les républicains et les démocrates sont unis pour condamner ce ballon d'espionnage chinois. Il y a donc eu une transparence totale de la part de l'administration Biden. Je conclus en disant, cependant, qu'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que la souveraineté des États-Unis a été violée par la République populaire de Chine. La résolution indique également que les États-Unis doivent agir rapidement pour empêcher le matériel d'espionnage étranger de violer l'espace aérien américain. Et la Banque centrale du Royaume-Uni envisage de lancer une version numérique de la livre sterling. Quelle réaction cette annonce a-t-elle suscité? Pour le savoir, Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec Alan Miller, le cofondateur de la Together Association. L'association rassemble des personnes à travers le Royaume-Uni qui veulent défendre la liberté et les droits démocratiques fondamentaux. Bonjour Alan, merci de vous joindre à nous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. La Banque d'Angleterre a lancé une consultation sur une monnaie numérique de la Banque centrale, ou MNBC. Ils disent, je cite, que cela aiderait les entreprises, maintiendrait la confiance dans la monnaie et protégerait mieux la stabilité financière. Et il semble qu'ils pourraient la lancer d'ici la fin de la décennie. Cela semble utile, mais quels sont les principaux risques liés au MNBC ? Eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre de préoccupations autour de la monnaie numérique des banques centrales. La première est que si vous avez une monnaie programmable, alors c'est en partie une question de surveillance. Il y a en partie une question de contrôle. Nous devons contextualiser cela. La Banque des règlements internationaux, son PDG, a dit que nous serons en mesure de surveiller chaque transaction, qui l'a fait, où et quand, et comment cela se passe pour chaque dollar. Et si nous pensons à ce qui s'est passé au cours de la dernière période, nous avons par exemple le président Trudeau qui a gelé les comptes de personnes qui avaient fait des dons pour certaines campagnes, comme celle des camionneurs au Canada. C'est la grande technologie qui a été utilisée. GoFundMe et les plateformes ont été utilisées pour supprimer les comptes et les arrêter. Un point clé en faveur des MNBC est la concurrence technologique. Si la Chine ou la Russie y arrivent en premier, cela affaiblira l'Occident, car actuellement, la plupart du monde utilise le système américain SWIFT pour les transactions financières. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le fait est que je suis pour un développement technologique rapide et nous avons besoin de beaucoup plus que ce que nous avons actuellement, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement un défi que le yuan numérique de l'ONU passe avant autre chose. Nous pouvons décider dans nos propres nations souveraines comment nous organiser et nous pouvons aussi continuer à commercer comme nous le faisons au niveau international, comme nous le faisons depuis très longtemps. Il n'est pas nécessaire de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. C'est donc à l'envers que les gens y pensent. Vous avez mentionné que la Chine teste déjà un yuan numérique, mais ils sont connus pour leur système de score de crédit social. Serait-il facile de mettre en place un système similaire au Royaume-Uni si nous avions un Britcoin ? Eh bien, c'est exactement ça que je faisais référence tout à l'heure. Je pense que le système de crédit social est extrêmement préoccupant et nous n'avons pas cela actuellement.
et nous ne devrions absolument pas l'adopter. Cependant, les actions vers la réalisation de certaines choses, comme les quartiers à faible trafic, jusqu'à 75% des barrages routiers dans certains arrondissements de Londres et à travers le Royaume-Uni, avec des amendes de 15 et 20 minutes autour des nouvelles couches et de l'expansion du ULEZ, et en ignorant ce que les gens veulent. Nous savons que plusieurs personnes ont été retirées de grandes plateformes technologiques, qu'il y a eu toutes sortes de censures, d'espionnage manuel et de surveillance, alors que la Chine a des problèmes très préoccupants. Je pense qu'en Grande-Bretagne, nous avons aussi d'énormes soucis. L'un des arguments de la Banque d'Angleterre est la programmabilité de la monnaie. Par exemple, les parents peuvent programmer l'argent qu'ils donnent à leurs enfants pour s'acheter des friandises. Mais cela ramène à la question de l'utilisation de notre propre argent. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude, l'idée que tout doit être contrôlé, pas par nous-mêmes. Nous devrons plutôt exercer notre propre jugement, notre propre prise de décision, et déjà, il y a trop de connaissances, il y a trop de surveillance, il y a trop d'efforts pour pousser les choses dans une direction de contraintes et de restrictions. Nous les voyons partout dans tout le pays, en Grande-Bretagne, avec le blocage des routes, ignorant la consultation. Quand ils font des consultations aux gens, ignorant ce que sont les réponses, c'est préoccupant. Et en ce moment, l'obsession de la Banque centrale pour les transactions monétaires que Rishi Sunak avait dit vouloir faire et maintenant Jeremy Hunt a fait cette déclaration. Et le fait que la Banque des règlements internationaux et d'autres soient si enthousiastes à ce sujet devrait faire réfléchir tout le monde. Mais nous devons nous assurer que, quoi qu'il arrive, le choix et la liberté de décision se poursuivent ensemble. C'est primordial pour nous, donc nous allons continuer à nous battre pour ça. Alan, merci de vous être joint à nous. Merci. Et un robot d'intelligence artificielle appelé ChatGPT cause des maux de tête aux universités du monde entier. Il s'agit d'une technologie puissante, capable de rédiger des dissertations et qui pourrait bien changer l'enseignement à tout jamais. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle lancé par OpenIA en tant que prototype en novembre 2022. Il est accessible au public et peut générer des réponses qui sont presque impossibles à distinguer d'un texte écrit par un humain. Et cela inquiète de nombreux enseignants. Les étudiants pourraient utiliser cet outil pour répondre à des tests d'évaluation à la maison et à d'autres devoirs. Sciences Po Paris, par exemple, a interdit l'utilisation de ChatGPT et de tous les autres outils basés sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT pour obtenir une note. Voilà. S'ils utilisent cette intelligence artificielle, ils rompent le contrat de l'honnêteté intellectuelle. Parce que le travail n'est plus un travail personnel, ni un travail sourcé. La même entreprise OpenIA a lancé un prototype de détecteur d'IA en janvier, mais l'outil n'est pas totalement fiable et ne peut détecter que 26% des textes écrits par l'IA pour le moment. Je pense que nous avons toujours besoin d'humanité dans l'écriture, mais peut-être que nous n'avons pas besoin d'autant d'humains pour obtenir cette humanité. Je pense donc que ces programmes rédigeront en quelque sorte les premières ébauches de documents, mais il faudra toujours une supervision humaine, pour vérifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur et pour corriger les défauts des programmes. Une partie de la formation des étudiants consiste donc à essayer de comprendre comment utiliser ces outils de manière efficace et éthique. Des membres du monde éducatif sont plus ouverts avec les nouvelles technologies. À l'université Middlesex de Londres, le professeur Balbir Barn a récemment publié un blog soutenant que ChatGPT pourrait être un allié. Il pense que c'est une erreur d'interdire l'outil et qu'il cherche à savoir comment ChatGPT pourrait améliorer la relation étudiant-enseignant. Ces technologies sont des technologies habilitantes. Nous avons vu comment il y a eu cette évolution des contrôles orthographiques sur Word, puis des contrôles grammaticaux sur Word, puis des résumés. Ils font tous partie de l'arsenal d'écriture. Ce que nous voyons maintenant, c'est une certaine capacité d'écriture générative. Ce que nous devons faire, c'est donner aux étudiants la possibilité de reconnaître que ce n'est qu'un point de départ. Nous pouvons maintenant utiliser ce qui est produit, l'améliorer, l'évaluer de manière critique et identifier ses faiblesses, puis produire un travail. À noter qu'à la rentrée scolaire en janvier, les villes de New York, de Los Angeles et d'autres grands districts scolaires publics américains ont commencé à bloquer ChatGPT dans les salles de classe et sur leurs appareils. Et pour terminer, allons au Pérou pour rencontrer Savas Coban, un athlète extrême et un aventurier qui a vécu un moment inoubliable. Il a réalisé un rêve de longue date,
traverser le Pérou en effectuant un ultramarathon pendant 86 jours consécutifs. Si vous voulez tellement quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Alors, peu importe la douleur que j'avais, certains jours, j'avais mal toute la journée. Mes pieds saignaient, mais cela ne m'a pas arrêté. Comme je l'ai dit, c'est mon rêve, c'est ma passion. Et pour moi, je devais le faire. Ce n'était pas juste pour le plaisir, je devais le faire. Donc rien ne pouvait m'arrêter. Des villes, des déserts, des plages, des forêts tropicales et des montagnes enneigées. Pendant près de 3 mois, Coban a parcouru plus de 5000 km à travers les différents paysages et systèmes climatiques du Pérou. L'altitude la plus élevée qu'il a atteinte était de plus de 4800 mètres. La distance qu'il a parcourue chaque jour était en moyenne de 60 km. Mardi dernier, Coban est arrivé à Lima, la capitale du Pérou. Dernière étape de son défi désormais relevé. L'athlète allemand est parti de la même ville en novembre dernier. Son parcours s'est ensuite étendu le long de la frontière chilienne jusqu'aux montagnes intérieures du Pérou. Parmi les sites célèbres qu'il a traversés figurent les lignes de Nazca, la forêt tropicale péruvienne et certaines des parties les plus élevées des Andes. Coban a décrit cette expérience comme une lutte quotidienne qui a mis à l'épreuve ses limites physiques et mentales, mais il a persévéré avec patience et une motivation infinie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.